Dans le cadre des journées d'études sociologiques des Master 2 à l'Université de Lettres de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de sociologie des universités de Tours, Poitiers et Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention de Marion Voignier, intitulée Les pères au foyer, analyse des parcours et des discours réflexifs d'un rôle déviant qui s'appuie sur son mémoire dirigé par Aden Gate. Elle s'intéresse particulièrement à la sociologie du genre et plus précisément des masculinités, ainsi que de la sociologie de la famille. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les modifiant pour les rendre plus dynamiques et plus concises. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accorder ce temps de présentation. Pour ce mémoire, je m'intéresse à une population spécifique qui est celle des pères au foyer. C'est une population qui a été assez étudiée en sociologie, notamment par Myriam Château, qui a soutenu sa thèse en 2020 en traitant de cette population spécifique. Et mon objectif, c'était de me positionner dans la continuité de ces travaux réalisés sur cette population, qui est caractérisée comme étant un groupe social homogène, marginalisé et stigmatisé. Mais après la réalisation de mon premier entretien, je me suis rendu compte que la stigmatisation évoquée par les différents sociologues de la famille et donc la littérature sociologique sur le sujet n'était pas forcément un ressenti partagé. Donc à partir d'entretiens réalisés auprès de pères au foyer et d'observations en ligne, l'objectif de mon travail était de comprendre la façon dont les pères perçoivent leur propre rôle, alors que l'on sait que la posture du père au foyer peut être considérée comme déviante et peut faire l'objet de stigmatisation. Et donc, pour cette présentation, je propose de diviser mon propos en 3 parties. Je suis désolée, je n'ai pas d'annonce de plan. La première portera sur une forme d'état de l'art, sur ce que disent les sociologues de la famille sur le rôle du père au foyer, et notamment sur le fait que ça soit une posture déviante. Puis, je parlerai des trajectoires biographiques de mes enquêtés. Et enfin, je mettrai un point d'honneur sur le travail domestique qui joue un rôle dans la façon dont les pères perçoivent leur propre rôle. Sociologiquement, Noël Chesley va définir les pères au foyer comme étant des hommes qui se sont occupés d'au moins un enfant de moins de 12 ans pendant 6 mois minimum, pendant que leur conjointe travaillait à plein temps et gagnait au moins 80% des revenus du ménage. De fait, on comprend alors que les pères au foyer sont caractérisés par un retrait de la sphère productive au profit d'un investissement dans la sphère reproductive. Mais si Noël Chesley est parvenue à définir ce qu'est un père au foyer, et ça a été surtout utile pour elle pour resserrer son échantillon, le statut de père au foyer reste inconnu institutionnellement et législativement, un peu comme celui de mère au foyer. Ce sont des individus qui sont classés dans les catégories socio-professionnelles comme étant des personnes sans profession. Et cette classification révèle donc que ce rôle de parent au foyer se caractérise par un retrait de la sphère professionnelle. Cette absence de reconnaissance est alimentée par une stigmatisation liée à leur retrait de la sphère professionnelle, alors que la figure du père est valorisée par son double engagement, à savoir dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La posture du père au foyer est sujet à de la dévalorisation en raison de ce retrait. Et si les politiques familiales évoluent en faveur de l'inclusion des pères dans la sphère privée, la division sexuée du travail associant les hommes à la sphère productive et les femmes à la sphère reproductive n'en demeure malheureusement pas moins la norme. Les pères au foyer sont sujets donc au manque de reconnaissance sociale par les hommes étant investis dans la sphère professionnelle ou même des institutions d'un point de vue général. Par exemple, un père au foyer qui va aller chercher son enfant à l'école, on va surtout lui demander si la maman est là pour lui donner des informations. Ou même dans les médias, par exemple, le sujet des pères au foyer va être traité, mais ça va être surtout à destination des femmes. Cette absence de reconnaissance se manifeste également par des critiques négatives à l'égard de leur rôle ou par l'exclusion de cercles de discussion d'un point de vue général ou même des rappels aux normes de genre. Finalement, la littérature sociologique révèle que la paternité, elle est conditionnellement valorisée. L'investissement dans la sphère privée est préconisé et valorisé, mais à condition qu'elle n'implique pas un retrait de la sphère professionnelle. Et si retrait de la sphère professionnelle il y a, comme c'est le cas pour les pères au foyer, alors ils peuvent être sujets à stigmatisation, être considérés et même eux-mêmes se considérer comme étant déviants. Mais les différents entretiens que j'ai réalisés m'ont permis de comprendre que le rapport à la stigmatisation est dépendant des trajectoires individuelles de mes enquêtés. Donc pour ce travail d'enquête, au total, j'ai réalisé 12 entretiens, dont 9 avec des pères au foyer, les 3 autres étant avec des conjointes de pères au foyer lorsque c'était possible.
La fourchette d'âge des pères au foyer est assez large puisqu'elle est de 26 ans à 54 ans. Et sur les 9 pères au foyer, 7 ont fait des études supérieures et ont à minima un bac plus 3. Et seulement 2 d'entre eux, du coup, par déduction, n'ont pas poursuivi en études supérieures. Et ce sont des enquêtés que j'ai divisés en 2 groupes. Et pour ce faire, je me suis appuyée sur la thèse de Myriam Château, qui m'a permis de mettre en lumière 2 types de trajectoires. La première étant la trajectoire subie et la deuxième étant la trajectoire choisie. Tous ont dû négocier leur rôle de père au foyer avec leur conjointe en raison de contraintes financières et ou professionnelles, mais les trajectoires et l'identification à ce rôle sont quand même différentes. Certains vont revendiquer ce rôle en manifestant leur intérêt pour le travail que ce rôle implique, et cela, on va les catégoriser parmi les trajectoires choisies. Mais pour une autre partie de mes enquêtés, le rôle de père au foyer n'est qu'une étape transitoire et ont plus de difficultés à s'approprier ce rôle. Et donc, ce sont ceux que j'ai catégorisés parmi les trajectoires subies. Et je vais donc commencer par cette trajectoire. Les pères au foyer qui subissent cette trajectoire insistent sur l'aspect temporaire de ce rôle. Ils ne se projettent pas sur le long terme dans ce rôle et insistent donc sur cette courte temporalité. Les pères au foyer qui subissent leur trajectoire sont davantage dans une posture d'adaptation plus que dans une posture d'appropriation du rôle. Et cette distanciation du rôle s'est notamment manifestée lorsque je leur ai demandé en entretien de se présenter et qu'ils ont préféré mettre en avant leur lien avec la sphère professionnelle au détriment de leur rapport à la sphère privée. L'objectif était alors de comprendre finalement pourquoi dans les entretiens ils privilégiaient cette sphère professionnelle au détriment de la sphère privée. Et la première raison soulevée est que, contrairement à ce que la définition laissait entendre, tous ne sont pas réellement et totalement retirés de la sphère professionnelle. Après, j'annonce ça comme si j'en avais beaucoup, mais j'en ai qu'un seul qui est vraiment dans cette situation. Et c'est Emmanuel, qui est patron de 2 pharmacies. Je vais pouvoir revenir en arrière. Ouais. Emmanuel, qui est patron de 2 pharmacies, mais il a suivi sa conjointe en Allemagne pour qu'elle ait une certification supplémentaire pour qu'elle-même puisse ouvrir ses pharmacies. Et donc, de ce fait, il est investi dans la sphère domestique et accepte, dans le cadre de cet entretien, de se présenter comme étant père au foyer. Mais il est obligé tout de même de s'investir partiellement dans la sphère productive, puisqu'il est patron et que la pharmacie doit tourner à un moment donné. Et donc, de fait, il se présente comme étant patron de 2 pharmacies. Et c'est une présentation qui l'arrange, entre très gros guillemets, parce qu'il ne se voyait pas auprès de des parents des camarades d'école de ses enfants se présenter comme étant père au foyer, parce que pour lui, c'est trop dévalorisant de se présenter de cette façon. De plus, il insiste beaucoup sur le fait que ça soit un rôle quand même temporaire. Pour lui, ce n'était pas judicieux de se présenter comme étant père au foyer. La deuxième raison est liée à une peur de la disqualification sociale et voire du déclassement dans la sphère professionnelle. La littérature sociologique aborde beaucoup cette question, puisque la transgression de la norme de genre, incitant fortement les pères à être les principaux pourvoyeurs de ressources, n'invite pas forcément ces pères au foyer à se présenter comme étant pères au foyer. Et ils préfèrent alors se présenter par la sphère professionnelle, comme ça a été le cas d'Arnaud, qui a préféré dire à son entourage et à ses collègues qu'il faisait une pause. Arnaud est professeur de français et il a justifié cette pause par tous les événements récents dans l'éducation nationale, plutôt que de dire qu'il devient père au foyer. Et puis même durant l'entretien, il a préféré dire qu'il était professeur de français, plutôt que de me dire qu'il était père au foyer. Après, il a quand même dit « je suis père au foyer », mais il a quand même préféré se présenter comme étant professeur de français. Mais si Arnaud n'est pas menacé par une perte de statut en raison de son statut de fonctionnaire, Hervé a peur qu'en se présentant comme étant père au foyer, il perde son statut de manager, puisqu'il est manager dans un magasin de prêt-à-porter. Et donc, il a peur qu'il soit déclassé au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille. Et par ailleurs, pour ne pas perdre ce statut, il continue de s'investir dans la sphère professionnelle en appelant assez régulièrement pour savoir comment ça se passe dans ce magasin, est-ce que le nouveau manager il est bien, etc. Et finalement, le fait de se présenter par la sphère professionnelle constitue une stratégie pour ne pas complètement transgresser les normes de genre. La sphère professionnelle devient, pour ces pères au foyer, un véritable socle identitaire. Et puisqu'ils doivent continuellement négocier leur légitimité dans l'espace social, ils sont amenés à contourner le stigmate et à valoriser un investissement dans une sphère dont ils ont supposément été retirés.
À l'inverse des trajectoires subies, on va avoir les trajectoires choisies. Ce sont les pères au foyer qui sont les plus enclins à se présenter comme étant pères au foyer et même à revendiquer leur rôle. Et comme les pères au foyer subissant leur trajectoire, ces pères ont ce rôle en raison de contraintes professionnelles ou en suivant une logique économique suite à des négociations avec leurs conjointes. Ce sont pour la majorité des pères ayant un rapport assez distancé à la sphère professionnelle. En effet, à l'inverse des pères au foyer ayant subi leur trajectoire, ceux l'ayant choisi ne se définissent pas forcément par l'activité professionnelle et ne la définissent pas comme étant une vocation. Ils accordent davantage de valeur à la qualité familiale, pour citer un de mes enquêtés. Et certains vont même parler de vocation pour qualifier leur rôle de père au foyer, comme c'est le cas de Ludovic. Ludovic, 26 ans, qui par ailleurs fait la promotion de son rôle sur les réseaux sociaux. Mais j'ai parmi ces enquêtés également des pères ayant une forte proximité à la sphère professionnelle. Un de mes enquêtés, que j'ai appelé Bruno, est officier de la marine, mais affirme vouloir redevenir père au foyer. Parce que quand j'ai réalisé l'entretien avec lui, il était encore père au foyer, mais il allait bientôt retourner sur le marché de l'emploi. Et il m'a confié que pour lui, le retour sur ce marché de l'emploi, c'était vraiment momentané et qu'à l'avenir, il aimerait bien redevenir père au foyer ou s'investir dans un métier qui implique des questions de parentalité. Il va préférer valoriser le travail affectif et le travail éducatif que son rôle lui permet de faire. Il valorise du coup les tâches parentales. Initialement, il était plutôt partisan des schémas familiaux traditionnels impliquant un mari pourvoyeur de ressources et une conjointe pourvoyeuse de soins. Et c'est le déplacement professionnel de sa conjointe et l'arrivée du Covid-19 qui l'a été amené à questionner son rapport aux normes de genre et à remettre en cause cette division sexuelle du travail. Et finalement, c'est un petit peu l'entrée dans la paternité au foyer qui lui a permis de repenser son rapport aux normes de genre. On comprend alors donc que les trajectoires choisies valorisent les tâches parentales et le travail éducatif et affectif que ça implique. Et sans dévaloriser la sphère professionnelle, ils acceptent davantage le retrait de cette sphère professionnelle. Et finalement, au regard de ce qu'ils valorisent, on peut affirmer qu'ils rejoignent les analyses autour des caring masculinities, désolée pour mon accent anglais, correspondant à des hommes redéfinissant leur idéal masculin, la masculinité hégémonique, autour des pratiques de care, de l'investissement affectif, au détriment des normes traditionnelles de genre favorisant la réussite professionnelle. Mais s'ils valorisent leur investissement dans les tâches parentales, ils sont plus en retrait lorsque ça concerne les travails domestiques, les tâches domestiques, et ça me permet donc de transitionner sur ce sujet. Dans la sphère privée, je n'invente pas grand-chose, le travail domestique est inégalitaire et il est justifié en premier lieu par la socialisation primaire et si l'on suit une perspective un peu plus féministe, par la persistance de la domination masculine. C'est un travail qui est donc principalement assuré par les femmes, mais dans le cas des pères et foyers, on peut supposer qu'ils ont la charge du travail domestique, et c'était d'ailleurs une de mes hypothèses liée à l'investissement des pères dans la sphère privée. Dans la mesure où leur rôle est caractérisé par un retrait de la sphère professionnelle au profit de la sphère privée, j'ai donc supposé qu'ils étaient pleinement investis dans la sphère privée en réalisant le travail domestique. J'ai quand même certains enquêtés qui confirment cette hypothèse en réorganisant leur planning de la semaine en fonction du travail de leur conjointe, comme c'est le cas d'Armand. Oui, comme c'est le cas d'Armand qui est devenu père au foyer à la fin de ses années d'études, alors que sa conjointe partait en thèse. Pour qu'elle puisse du coup travailler sa thèse, il a décidé de réorganiser son planning de la semaine autour du coup de son planning doctoral. Mais plusieurs de mes enquêtés se distancent davantage de ce travail domestique. Et pour mieux comprendre leur rapport à ce travail, je me suis appuyée sur une distinction qu'a fait plutôt Daniel Boyer, qui dissocie les tâches parentales des tâches domestiques. Et c'est une distinction qui me permet finalement de mettre en avant le fait que, effectivement, les pères au foyer s'investissent beaucoup plus dans le travail domestique, mais ils vont surtout privilégier les tâches parentales au détriment des tâches domestiques. Et donc, ces tâches domestiques, on comprend qu'elles restent quand même en grande partie réalisées par des femmes. Et j'ai d'ailleurs pu constater que pour une conjointe d'un père au foyer, les tâches domestiques relevaient d'un fait biologique, puisqu'elle parlait de stimulus de désordre plus élevé chez les femmes.
ces pères au foyer vont délaisser partiellement la réalisation de ces tâches domestiques au profit d'autres engagements. Certains vont préférer du coup s'investir dans une association ou dans la vie de la commune en faisant des activités beaucoup plus valorisées socialement au regard des normes de genre. Et c'est notamment le cas de Mathis qui va par exemple réparer de l'électroménager ou des vélos au profit du coup de la vie de la commune. Et il affirme dans l'entretien ne pas être un vrai père au foyer au regard de son faible investissement dans les tâches domestiques. Emmanuel, quant à lui, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le patron de deux pharmacies, va s'investir dans la sphère professionnelle en s'occupant à distance de ces pharmacies. Et Bertrand a quant à lui fait appel à une fille au pair. Il a fait appel à une fille au pair. C'est un résultat qui m'avait assez étonnée parce que c'était un enquêté que j'avais catégorisé parmi les trajectoires choisies. Et donc, j'avais supposé qu'il était d'autant plus investi dans le travail domestique, étant donné qu'il faisait partie de ceux que j'avais catégorisés parmi les trajectoires choisies. Mais si durant l'entretien, il affirme prendre plaisir à s'occuper de ses enfants et à réaliser le travail domestique, il défend l'idée d'avoir une fille au pair pour s'occuper de ce travail domestique. Et je pense que ça peut s'expliquer par le fait qu'il a une activité qui est rémunératrice, puisqu'il est investi sur les réseaux sociaux également. Et c'est une activité rémunératrice qui fait de lui un apporteur de ressources et non pas un pourvoyeur de ressources. Et c'est un rôle qui va être complémentaire au rôle de sa conjointe qui va être, elle, quant à elle, pourvoyeuse de ressources. Et finalement, en s'investissant sur les réseaux sociaux, il endosse un double rôle. Mais la question que je me posais, c'était de savoir si son premier rôle de père au foyer, il n'était pas finalement un second rôle, puisque la réalisation du travail domestique était déléguée à une fille au pair. Donc je vais pouvoir conclure en disant que finalement les trajectoires des pères sont divisées en deux. On va avoir du coup les trajectoires subies et les trajectoires choisies. Et ces différences de trajectoire les amènent à percevoir différemment leur rôle, à se présenter différemment aux autres et à avoir des pratiques qui sont complètement différentes. Une personne, du coup, ayant subi sa trajectoire sera certainement plus enclin à se présenter par la sphère professionnelle et à valoriser cette sphère et à s'y investir un petit peu au détriment de la sphère reproductive. Et ils sont plus enclins également à s'investir dans d'autres activités au détriment des tâches domestiques. Ils vont donc tenter de contourner le stigmate, c'est-à-dire de s'investir dans d'autres activités pour ne pas totalement dévier les normes de genre. Les personnes qui ont choisi les trajectoires, quant à elles, vont davantage valoriser ce rôle de père au foyer. Ils vont mettre en avant, ils vont l'affirmer et voire valoriser leur retrait de la sphère professionnelle. Leur investissement dans les tâches parentales et les tâches domestiques va être beaucoup plus important que les personnes ayant subi leur trajectoire. Mais comme le cas de Bruno le met en lumière, le fait d'avoir choisi sa trajectoire ne va pas forcément de pair avec un plus grand investissement dans le travail domestique. Et de fait, on comprend alors que la remise en question des normes de genre dans la sphère privée peut être limitée lorsque les tâches domestiques interviennent. Il pourrait alors être intéressant de se demander si finalement il y a d'autres facteurs qui viennent influencer l'investissement ou le désinvestissement de cette sphère domestique. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte aux questions que vous pouvez me poser. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions. J'en ai deux. Dans le cadre de la vie du père au foyer subi, est-ce que c'est ressenti comme une honte et quel est leur rapport vis-à-vis de leur compagne qui, elle, travaille pour le coup? Et une question sur le cas de Mathis. Tu as mis des points d'interrogation sur le fait qu'il soit subi et choisi. Pourquoi ce flou? Alors déjà, la première question par rapport au sentiment de honte ressenti par les pères au foyer ayant subi leur trajectoire. C'est vrai que lorsqu'ils m'en parlaient, ils affirmaient vraiment le fait qu'il y avait un vrai sentiment de honte et que ça justifiait d'ailleurs le fait qu'ils se présentent par la sphère professionnelle. Mais par contre, assez étonnamment, il n'y avait pas forcément d'influence directe avec leur conjointe. Ils n'avaient pas forcément de ressentiment avec le fait que leur conjointe s'investisse dans la sphère professionnelle, Mais lorsque je leur ai demandé ce qu'ils ressentaient vis-à-vis de leur conjointe par rapport à cette situation, ils m'expliquaient que finalement, c'était quand même assez logique que la configuration familiale soit de ce genre-là, parce que ça suit des logiques économiques. Leur conjointe gagnait plus qu'eux, et donc c'était évident que finalement, ça soit elle qui soit la principale pourvoyeuse de ressources.
Et donc à ce moment-là, ils étaient là à me dire mais non, je ne vais pas avoir de ressentiment envers elle, alors que c'était cohérent au regard de la configuration familiale et des ressources du ménage, que ce soit elle qui soit la principale pourvoyeuse de ressources. Concernant la situation de Mathis, c'est vrai que j'étais un petit peu dans le flou, je n'ai pas trop su le classer, parce que c'était un père au foyer qui, pour le coup, se revendique réellement comme étant père au foyer. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu faire de façon assez similaire avec Bruno, puisque Mathis, il ne s'investit pas du tout dans le travail domestique. Et d'ailleurs, en entretien, il revendiquait le fait qu'il ne s'investissait pas du tout dans le travail, dans les tâches domestiques. Il s'investit dans les tâches parentales, mais pas dans les tâches domestiques. Et donc, pour lui, ça ne fait pas de lui un vrai père au foyer. Mais par contre, lorsqu'il se présente aux autres, il accepte de dire qu'il est père au foyer. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'étais un petit peu dans le flou et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré mettre un petit point d'interrogation. Je voulais savoir quel était l'âge des enfants et s'ils vont à l'école. Et pour les pères qui ne font pas tellement de tâches domestiques, qu'est-ce qu'ils font pendant leur temps libre quand ils n'ont pas leur enfant ? Ensuite, au niveau des âges des enfants, est-ce qu'ils sont à l'école ? Alors la majorité d'entre eux ont des enfants qui ont entre 0 et 5 ans. Et j'ai pas envie de me lancer dans des pourcentages un peu foireux. J'ai envie de te dire que à peu près 60% d'entre eux ont des enfants qui vont à l'école. Mais du coup, ce qu'ils font pendant leur temps libre, c'est s'investir dans des activités qui sont extérieures, aller dans des associations. Par exemple, j'ai un de mes enquêtés Gabriel, qui va dans des maisons de retraite pour discuter avec des personnes âgées. Et du coup, c'est ce qu'il fait pendant son temps libre, à défaut de s'investir du coup dans les tâches domestiques, ou alors s'investir dans la vie de la commune en réparant des vélos. Après, sinon, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprennent, qui apprennent une nouvelle langue, qui se développent un peu personnellement. En tout cas, c'est la façon dont ils me le présentaient. Donc, c'est ce qu'ils font de leur temps libre. Après, pour le coup, la majorité d'entre eux s'investissent quand même dans les tâches parentales, affirmant que c'était quand même la fonction première de leur rôle. S'ils sont pères au foyer, c'est parce que c'est plus pratique pour aller chercher les enfants à l'école, pour leur éviter qu'ils mangent à la cantine, etc. Et donc, ils s'occupent quand même des tâches parentales, mais ce qu'ils délaissent, réellement, c'est vraiment le côté tâches domestiques, quoi. Est-ce que quand tu parles des tâches domestiques, tu englobes tout ce qui touche à la parentalité ? Si j'ai bien compris, pour ceux pour qui c'est subi, ils ne s'investissent pas tant dans les tâches domestiques. Mais est-ce que ce qui touche à la parentalité est important pour eux, comme le choix de l'éducation, faire des activités avec eux, etc. Alors effectivement, ils délaissent beaucoup plus les tâches domestiques, mais s'investissent quand même dans les tâches parentales. Et par contre, au niveau de l'éducation choisie, il n'y en a vraiment qu'un seul qui m'a revendiqué le fait que ça lui permettait de mettre à profit une sorte d'éducation Montessori. C'est vraiment le seul. Les autres, c'est... Après, quoi qu'il en soit, l'éducation choisie, ça relève quand même de négociations avec la conjointe. Donc, ce n'est pas une décision qu'il peut prendre tout seul. Mais je sais qu'il m'avait dit que le fait d'être père au foyer, ça lui permettait de mettre en avant réellement le fait qu'il voulait s'impliquer dans cette éducation Montessori, chose qu'il n'aurait pas pu forcément faire s'il avait été principal pourvoyeur de ressources. Je me demandais si tu avais pu voir les conjointes, s'il y en avait, s'ils avaient tous des femmes ou s'il y en avait des célibataires, et si tu avais des infos sur la place de ces femmes. Tu as aussi beaucoup de diplômés. Est-ce que c'est un effet d'échantillonnage ou est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le fait d'être diplômé et homme au foyer ? Et aussi, tu dis apporteur de ressources, qui n'est pas la même chose que pourvoyeur de ressources. Comment tu fais la distinction ? Déjà, je vais faire un truc assez général sur la question des épouses. Alors, pour la majorité de mes enquêtés, ils sont dans une situation où les épouses ont un niveau de diplôme supérieur à eux. Ce qui fait que du coup, ils acceptent beaucoup mieux cette posture en disant c'est beaucoup plus légitime que tu sois la principale pourvoyeuse de ressources parce que tu as des diplômes qui sont supérieurs aux miens. Et donc, c'était assez évident pour eux que ça se passe de cette façon. Est-ce que les critiques qui peuvent peser sur ces hommes au foyer peuvent-elles aussi peser sur leurs épouses qui sont en emploi ? Parce que ce n'est pas du tout le cas dans la situation inverse. À propos des critiques concernant les épouses, effectivement, elles en reçoivent, notamment du fait de leur désinvestissement, supposé désinvestissement dans la sphère domestique, parce qu'elles s'investissent quand même beaucoup, et notamment au niveau des tâches domestiques. Après, c'est vrai qu'en entretien, c'est pas quelque chose qui est énormément ressorti.
Je sais que j'ai une conjointe avec laquelle j'ai réalisé un entretien qui est d'origine allemande et c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant à étudier. Elle m'a dit que sa posture de pourvoyeuse de ressources était beaucoup mieux acceptée en France qu'en Allemagne par sa famille en Allemagne. Elle fait beaucoup plus l'objet de critiques par ses parents allemands plutôt que par sa belle famille française. Donc je pense que c'est très culturel. Mais en tout cas, en France, elle reçoit pas non plus beaucoup de critiques à ce sujet-là. Le fait de... Alors, je ne sais plus comment je voulais entamer la question. Tous mes enquêtés sont en couple hétéro. C'était un de mes critères parce que je voulais vraiment qu'il y ait cette notion d'inversion de genre. Le fait que du coup, dans des schémas familiaux traditionnels, la femme soit la principale pourvoyeuse de soins et les hommes le principal pourvoyeur de ressources. Je voulais vraiment que dans le cadre de cette enquête, ça s'inverse. Et donc, j'ai pris la décision de prendre que des couples hétérosexuels. Et pour la distinction apporteur de ressources, pourvoyeur de ressources, alors c'était dans un texte que j'avais lu ça. Le pourvoyeur de ressources, c'était vraiment le fait que la personne ramène 80%, voire l'intégralité des revenus du ménage, alors que apporteur de ressources, ça pouvait être un emploi à temps partiel ou des petits revenus un peu ponctuels, quoi. Nous souhaitons remercier Marion Voignier d'avoir accepté que nous enregistrions son intervention. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.